Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les backstage des Métaphonies. Toute l'après-midi, l'équipe d'ILTV a choisi de vous faire vivre au plus près ce grand rendez-vous musical, patrimonial et sportif qui rythmera le week-end ici au 99 bis Wany. Pour le premier des deux directs que nous consacrerons aux Métaphonies, j'accueille en backstage Virginie Labroche, directrice générale et artistique du 99 bis. Virginie, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Ma première question, bien évidemment, tourne autour de la création de ces Métaphonies dont vous êtes à l'origine. L'année dernière, donc cet événement a été créé pour les 10 ans du Métaphone. Pourquoi avoir choisi en 2024 de transformer l'essai ? En fait, c'est tout simplement parce que ça a été un gros succès l'année dernière. C'est vrai que cette idée de créer cet événement, les Métaphonies, elle est venue parce qu'en fait, toute l'année, au 99 bis, on fait plein de propositions très différentes, que ce soit en musique, en patrimoine, en spectacle vivant, en exposition. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer à tous les visiteurs, spectateurs, une sorte de concentré, un peu un 100% 99 bis pendant 2 jours, avec la playlist du Métaphone, où on va retrouver le chant des musiques actuelles dans toute sa grandeur, du rap, du rock, de la pop, enfin tout ce qu'on propose toute l'année, mais encore une fois concentré sur 2 jours. Donc, une grande fête de fin de saison, en quelque sorte. Une grande fête de la musique. Et du coup, est-ce que vous aviez souhaité cette année lui donner une couleur particulière, une thématique ? Alors, on a fait un petit clin d'œil au sport et surtout à notre exposition, puisqu'on a ouvert une exposition d'art contemporain dans la salle des douches, qui s'appelle Second Souffle. Donc voilà, on est autour effectivement de la respiration, du mouvement et du sport. Donc on a fait un petit clin d'œil aussi sur cette édition, puisqu'il y aura notamment plein de petites propositions autour du vélo, autour du sport, avec des hip-hop games, avec un vélo table de ping-pong, enfin, voilà, plein de choses assez étonnantes. Alors, ça c'était pour, on va dire, la théorie, et ensuite il y a la pratique. Il y a malheureusement des conditions météo qui aujourd'hui ne nous sont pas favorables, donc il y a une petite réorganisation, ce qui veut dire que vous êtes bien évidemment en capacité d'accueillir le public pendant ces 2 jours. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a un petit peu de vent là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la région aujourd'hui. Alors, on a de la chance. Le 99 bis, c'est un grand site et c'est vrai que cette fête, on l'a fait d'habitude plutôt à l'extérieur. Oui. Là, il va y avoir un certain nombre de propositions qui seront à l'extérieur, mais on a aussi fait le choix de rapatrier certains des concerts, notamment en grande chaufferie. Donc voilà, vous serez au chaud, à l'abri de la pluie et du vent. Vous pouvez venir nous rejoindre sans problème. Et puis, il y a quand même pas mal d'éclaircies aussi, faut le dire. Donc on profitera aussi un petit peu du soleil quand même. Donc on va quand même bien évidemment en profiter. On va pas bouder notre plaisir. En termes de temps fort, voilà, qu'est-ce que vous nous avez préparé tout au long de ce week-end ? Alors, il y a plein de choses. Et comme je le disais, il y a plein de concerts. Il y a la roller brass band qui va jouer dans quelques instants. C'est une fanfare à roller. On la retrouvera plusieurs fois tout au long du week-end. Il y a une grande batucada. Donc, vous pouvez faire un atelier pour apprendre et pour tout de suite participer à une batucada. Il y a des boucles à vélo, il y a le concert jeune public de Kawataro, qui est un groupe qu'on accompagne un petit peu depuis quelques temps et qu'on suit. Ce soir, il y a les concerts au Métaphone, avec Opinard, qui est le choix de notre comité de jeunes programmateurs. Qu'on recevra tout à l'heure. Voilà, que vous aurez le plaisir d'avoir tout à l'heure. Et puis, la soirée se poursuivra avec les Naïm New Beaters. Ça sera à 20h30 au Métaphone aussi. Et on finira avec Soupa, un DJ set pour tous danser. Et demain, il y a encore des belles choses. Demain, il va falloir préparer votre voix parce que je veux vous voir chanter, Sébastien. D'accord. Il y a karaoké live demain après-midi dans la grande chaufferie. On a aussi, on finira la journée avec les Trigger Fingers, mais avant ça, on a les Lowland Brothers, qui est un groupe plutôt blues. On a des bains sonores pour les tout petits. Enfin voilà, il y a vraiment tout un panel de propositions pour tous les publics, pour tous les âges. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi en profiter, je vous parlais de l'exposition, pour découvrir cette exposition dont on est très fiers. Exposition d'art contemporain très accessible et avec des œuvres assez incroyables. Donc
Et puis bien sûr, on est bien évidemment comme d'habitude sur une manifestation développement durable. Là aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je le sais. Là aussi, vous avez mis des petites choses en place aussi pour accueillir le public et puis justement pour rendre cette fête le plus vertueuse possible. Effectivement, nous c'est un des axes du projet. On a mis en place des navettes pour venir jusqu'ici. On demande au public de ramener son éco-cup. Donc vous pouvez venir avec votre éco-cup même d'un autre lieu, d'un autre festival comme vous voulez. Sinon on en vend bien sûr, mais l'idée c'est le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. Donc si on peut nous ne pas racheter des éco-cups pour à chaque fois réutiliser du plastique, c'est encore mieux. Et puis encore une fois, on favorise l'idée de la balade, du vélo, du sport et de la programmation en circuit court aussi, parce qu'on a aussi nos groupes accompagnés qui sont des groupes de la région qui vont se produire ici pendant ces 2 jours. Alors on a parlé beaucoup de musique, mais il y aura aussi beaucoup de visites du patrimoine et tout ça qui sont prévues, qui sont organisées tout au long de ces deux journées de fête des métaphonies. Je vous propose justement de regarder quelque chose qu'on a préparé, que nous on a appelé les trésors du 99 bis, et on en parle juste après avec quelqu'un que vous connaissez très bien, Jean-Marie Minot de l'association Acousto Secchi. À tout de suite. Virginie, c'est un site qui se visite tout au long de l'année, on le sait, mais pour ces métaphonies, vous avez préparé des petites choses justement pour encore continuer à attirer le public et peut-être à le surprendre. Ouais, l'idée, c'est qu'on avait déjà fait ça l'année dernière. On propose au public, aux visiteurs, de passer un petit test de personnalité. Oui. Et en fonction de vos résultats, on vous emmène dans un endroit secret du site pour une visite secrète. Alors, je ne peux pas dévoiler ce qui se passe dans la visite secrète, mais il se passe plein de choses. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. C'est gratuit, comme la plupart de tout ce qu'on propose pendant ces 2 jours. Donc vous arrivez, vous demandez à faire une petite visite secrète, vous faites le test et après, vous laissez porter par nos collègues du patrimoine qui vous emmènent dans des endroits secrets. Bon, Jean-Marie, lui, connaît tout. Il n'y a pas de secret pour lui sur ce site, mais pour nos visiteurs, c'est toujours des belles découvertes. Jean-Marie, justement, un événement comme celui-là qui valorise tout ce à quoi vous avez travaillé depuis de si nombreuses années, puisque je rappelle que vous êtes le président de Acousto Secchi qui a d'abord travaillé à la préservation du site et puis ensuite maintenant qui assure la transmission justement autour de cette partie patrimoine. Qu'est-ce que ça vous inspire ce week-end de métaphonie? Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre pour mettre en valeur le site. Le site qui le mérite largement, il faut le faire connaître le plus loin possible. D'accord. Il faut qu'il y ait des retombées le plus loin possible pour ça. Et puis tout est, je le redis, tout est bon à prendre, que ce soit n'importe quelle manifestation pour mettre en valeur le site. Alors, vous justement, vous êtes encore ici au quotidien et vous continuez justement à vous investir sur la partie, notamment la partie patrimoniale du site. Alors on est là depuis 31 ans. Maintenant, les plus anciens sont là depuis 31 ans. Inlassablement, tous les lundis, on entretient le site, on le valorise comme on peut, pas toujours comme on veut, mais on le valorise comme on peut, voilà. Eh bien, et justement, sur la partie des visites, généralement, vos camarades participent. Est-ce que cette année, ils seront encore là pour faire visiter justement les machines et faire découvrir au public ? Alors oui, mais tout dépendra des plus jeunes, parce que les plus anciens commencent à peiner. D'accord. Maintenant, 84 ans pour le plus ancien, c'est pas évident. D'accord. Et on a quelques jeunes qui arrivent à se libérer. D'accord. Et qui viennent nous donner un coup de main pour faire les visites. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien évidemment en train d'assurer la transmission avec ces plus jeunes, j'imagine. Alors la transmission est déjà faite avec les jeunes femmes du pôle patrimoine depuis très longtemps du reste, qui peuvent assurer les visites aussi bien que nous, sinon mieux. Et puis les jeunes, effectivement, qui connaissent la fosse et qui
qui ont plaisir à faire visiter cet ensemble. Virginie, les Akusoseki sont effectivement des indéboulonnables du site, on est d'accord. On les appelle nos anges, mais c'est vrai que ce sont les anges du 99 bis et voilà, on est très très heureux de les avoir tous les lundis ici. Tous les lundis on se voit avec Jean-Marie, c'est vrai, quasiment. Donc c'est important et c'est vrai que ils sont là, moi j'espère encore pour très très longtemps et toutes leurs anecdotes, même les gestes, les gestes du travail, tout est consigné, on a tout enregistré, filmé. Ça fait partie de l'histoire, en fait. C'est la grande histoire. Nous, moi, je suis très très fière et en même temps très impressionnée de devoir être garante de cette histoire. Et toute l'équipe est dans ce même état d'esprit. On est garant de l'histoire pour le futur, donc c'est important de suivre et d'enregistrer tout ce qu'ils nous disent. Eh bien, merci pour votre présence à tous les deux. On va parler maintenant de musique et d'un groupe qui se produira là tout à l'heure au Métaphone, les Naive New Beaters. On les découvre et on les accueille tout de suite ensuite sur notre plateau. Dance floor, it's ending, but we'll go through. Dancing in madness, the hunger I feel in my soul. Dancing in madness, the wonder of love that I stole. Voilà, ils nous ont rejoints sur le plateau. Les Naive New Beaters sont avec nous et on est très très heureux de les accueillir puisqu'ils seront en concert donc ce soir au Métaphone. Alors, c'est pas votre premier concert ici au 99 bis. Vous connaissez l'endroit. Oui, je crois qu'on nous a dit c'est la deuxième fois qu'on joue ici. D'accord. Non, on a déjà fait 2 concerts, ce qui veut dire que c'est la 3e fois. Mais vu qu'on n'a pas encore joué, c'est bientôt la 3e fois. La 3e fois. Je sais pas si tu peux corroborer mes propos. Je suis d'accord avec mon voisin. Alors, on dit souvent que, et puis ici, mais vous êtes souvent venus en région, et on dit souvent que les ambiances sont très très festives lors des concerts. Alors, voilà, est-ce que c'est vrai ? Alors, lors de nos concerts ou lors des concerts globalement de vos concerts, en région ? Puisqu'effectivement, en règle générale, depuis un petit bout de temps qu'on tourne, ce qui fait quand même grosse dizaine d'années, on a 2 régions préférées, l'Ouest et le Nord. Donc on est très content pour ce départ de nouvelles tournées pour le 5e album, de venir, parce qu'on a déjà fait 2 petits concerts à l'Ouest. Là, on est content d'être de retour dans le Nord. Parce qu'effectivement, pour répondre à la question initiale, on trouve... Oui, pardon, j'ai digressé un petit peu. Que les ambiances de concerts dans le Nord sont effectivement très festives. Malgré même une météo qui est peut-être pas forcément celle qu'on voudrait, les gens ont toujours quand même le sourire et puis l'envie de fêter, quoi. Mais du coup, la question, c'était nos concerts. Oui, vos. Non, il a dit nos concerts. Non, nos concerts, puisque c'est vraiment... vous pouvez témoigner pour vos concerts. Oui, on témoigne pour nos concerts. Ouais, on essaie que ce soit la fête, qu'on s'amuse bien. D'ailleurs, j'ai même un exemple. Par exemple, on avait un de nos nouveaux morceaux qui s'appelle Love Scares. Et boum, on l'a accéléré par rapport à la version disque pour que ça danse encore plus en live. Non, mais t'as pas bien compris la question. Pardon, on a quelques différends parfois, problèmes. Mais c'est vraiment technique. Alors, pourtant, vous vous connaissez depuis longtemps. Pourtant, effectivement, c'est vrai. Je crois que c'est ça la cause. Voilà, c'est ça. Parce que après toutes ces années, vous avez toujours le même plaisir à jouer ensemble, ça se voit. Oui, et c'est facile de s'entendre bien avec des gens qu'on connaît pas depuis longtemps. Et c'est beaucoup plus dur de s'entendre bien avec des gens qu'on connaît depuis longtemps. Mais alors justement, comment vous entretenez cette envie de faire de la musique ensemble ? On se parle plus. Voilà. entre le moment où vous faites de la musique. Ouais, on se parle qu'en note de musique. D'accord. Voilà. C'est pas mal déjà. Et c'est pas mal. C'est une sorte d'autre langage qui. Il n'y a pas trop d'insultes en notes de musique, donc à part des fausses notes, mais quand bien même elles sont pas si agressives, quoi. Et puis c'est toujours exploitable. Une fausse note, ça s'utilise. Hein. Oui, disons que le jazz est pas très. Je dis pas qu'il y a des fausses notes dans le jazz, mais désolidarise. Mais non, globalement, voilà. Donc 5e album.
qui Oui, vient de cinquième, qui vient de c'est vrai. Vous pouvez nous en dire 2 mots justement, on va le découvrir un peu ce oui, soir. c'est vrai, déjà il s'appelle Futurum et pour moi je le qualifie un petit peu de péplum moderne aux émotions musicales et dansantes. Je sais pas si tu as une meilleure définition que moi. Non, là l'intitulé est formidable. J'ai envie de dire que c'est un peu, bon, on n'a peut-être pas forcément conscientisé ce qu'on voulait faire précisément dans cet album, mais c'est une sorte de retour aux sources. Conscientiser, ça vient de réfléchir, enfin, c'est une dérive de ce mot. Ouais, de faire un truc en le faisant exprès. Et donc, on est content de pouvoir de s'être retrouvés à 3, parce que malgré tout, on se parle quand même un petit peu pour faire les morceaux. Les choses On ensemble. déconnait tout à l'heure. et donc là, ça nous a fait plaisir de nous retrouver vraiment à 3. Bon, alors là, en l'occurrence, on n'est que 2, mais on a vraiment été 3 pour faire cet album. Il y a des pots cassés. Hein. Il n'est pas viré. Hein. C'est juste qu'il Il y a des pots cassés. Il a cassé son pot, disons. Voilà. Et c'est vrai que là, c'est un album où, moi, j'ai l'impression que c'est, je dis parfois, c'est notre plus expérimental. Enfin, pour nous, c'est limite de l'expérimental. Bon, pour d'autres gens, ils vont dire, vous faites comme d'hab du Naive New Beat. Mais on s'est quand même permis, plus des chansons peut-être un peu moins dans des structures classiques. Avec des formats un petit peu plus exotiques par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, exotique dans le sens différent, atypique de ce qu'on fait. Mais justement, Tout vous à avez fait. l'habitude de multiplier un peu les expériences dans différents domaines. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. depuis- Donc au final, on a fait que ce qu'on sait faire. parce en que fait. c'est ce que j'allais dire, c'est un peu votre ADN. Oui, voilà, finalement. ouais. On a répété notre ADN, mais au moins déjà, c'est bien, on a validé notre propre ADN et peut-être on l'a poussé, on a trouvé des petits chromosomes à droite à gauche qu'on a rajoutés à notre ADN et qui étaient un peu restés en frustration. Et là, on s'est dit, tiens, vas-y, 5e album. Ah ouais, tu la voulais, ton intro hyper longue. Voilà. Elle nous a toujours saoulés, mais vas-y, allez, mets là. Tu le voulais, ton synthé Eurodance qui n'a rien à faire là. Allez, vas-y, mets-le. Voilà. Vous vous êtes rien refusé en fait sur Exactement. celui-là. Voilà, oui, j'aurais dû dire cette phrase dès Voilà, le début. Ouais. voilà. On s'est rien refusé Bon. sur Futurum. Bon. Alors du coup, ce soir, vous nous en avez un peu parlé tout à l'heure. Certains morceaux seront accélérés pour justement que les gens dansent Non, encore mais il y un en peu a plus qu'un vite. seul. Il y en a qu'un seul où on s'est dit tiens, c'est trop bizarre, il est hyper lent. Alors, mais en fait, peut-être qu'on l'avait joué juste après un morceau hyper rapide et on s'est dit non, il faut l'accélérer et peut-être en fait c'est une bêtise de l'avoir accéléré. Vous Maintenant, verrez j'y bien repense. de toute Quand on façon. parle d'accélération, c'est un peu subtil. Hein. Oui, C'est pas- voilà, parce c'est qu'il y a- ça. Je sais qu'il y a des gens qui regardent même des séries en x2 Oui. parce qu'ils n'ont pas le temps Oui, de oui, regarder la ils série. binge, Là, c'est comme pas on le dit. cas. Ouais, Là, on voilà. ne parle pas Ouais, d'une accélération. On Ouais. aurait pu essayer. Ouais. En tout cas, qu'est-ce que vous nous avez préparé d'autre ce soir? Voilà. Déjà, il y a des morceaux du nouvel album quand Ouais. même, qu'on Oui, prépare ouais. depuis un petit bout de temps. Ouais. Il y a déjà presque la moitié du nouvel album qu'on joue. D'accord. Mais ce qui ne veut pas dire que les gens qui C'est que connaissent vous pas... l'assumez aussi. Ça, Oui. voilà. Et ceux qui connaissent pas le nouvel album, ça veut pas dire qu'ils vont s'ennuyer. Voilà. Parce que l'autre moitié, c'est pas du nouvel album déjà. Déjà. Il y a un petit peu, on peut dire, une nouvelle scénographie. Et moi perso, j'ai acheté une mini machine à fumer. J'en dirai pas plus, mais il y a des effets de magie hallucinants grâce à cette mini machine à fumer. Mais vu que je viens de dire que c'était une mini machine à fumer, On va bon. pas s'attendre à un truc de fou non, Non, plus. non, ouais. Par contre, on peut peut-être mentionner nos nouvelles tenues de scène, parce que qui Ah dit ouais. nouvelle tournée dit nouvelle tenue de scène. On viendra voir ça tout à l'heure, donc avec grand plaisir. Merci vraiment de vous être venu jusqu'à nous. Alors je sais que vous allez Franchement, faire on vos- était vraiment à 5 mètres. Ouais, hein. mais vous êtes attendu pour les balances, on le Oui, sait. c'est vrai, ouais. Donc c'est vraiment très très sympa à vous Mais d'être venus. ça nous arrange parce que comme ça, on n'a pas à installer le matos qui peut être lourd pour certaines caisses ou certains matos. Donc là, ça nous a bien dépanné en fait. Bon, c'est cool. une planque. On Là, est super très content. actuellement, on est en vraiment planque. très content de vous avoir dépanné là-dessus. Ok. Merci. beaucoup. Les musiciens et danseurs du Roller Brass Band sont nos prochains invités. Avant de les recevoir sur ce plateau, je vous propose de les découvrir à travers cette vidéo.
voilà, ils sont en train de s'installer. Donc tout ça est en direct, bien évidemment. Merci à tous de nous avoir rejoints ici. Quelqu'un peut s'asseoir à côté de moi si vous le souhaitez. En tout cas, mais voilà, ils sont vraiment à quelques minutes de jouer ici au niveau de ces métaphonies. Donc ils sont là avec leur roller à pied et leur instrument en bandoulière. Ma première question, justement, qu'est-ce qui est venu en premier pour la création de cet ensemble, le roller ou la fanfare? Alors la fanfare, plutôt la musique, ouais. Voilà, et les rollers après. D'accord. Alors de prime abord, on ne pense pas forcément que roller et fanfare de rue peuvent faire bon ménage. Vous avez prouvé le contraire. Comment justement vous y êtes pris justement pour réaliser cet heureux mariage? Comment cette idée un peu folle s'est concrétisée? C'est un groupe qui existe depuis une quinzaine d'années, ouais. Quand même. Et je crois que il n'y a même pas un des membres fondateurs qui est encore ici. D'accord. Voilà, donc, ok. On est des résidus voilà. de la première mouture. Et on s'est accoquiné depuis avec une compagnie de danse, Skate Express. D'accord. C'est vous? Dont le patron est à mes côtés, Jean-Marc. C'est ça. Alors justement, voilà, quelle était justement les choses qui vous ont réunis forcément entre la compagnie et les musiciens? Alors comme l'a dit Manu, en fait la première génération de cette formation, comme dans beaucoup d'orchestres ou de fanfares, n'est plus là, mais eux étaient des patineurs. D'accord. Donc en fait ils avaient cette maîtrise du roller et en plus ils étaient musiciens. Donc la question, je crois que faudrait leur demander, mais ils ne sont pas là, on va répondre à leur place, ne s'est pas posée. L'idée elle est venue tout logiquement, on sait faire du roller, on sait faire très bien de la musique, on va jouer en roller. Ouais. Donc ça c'est venu de là. Et ensuite effectivement quand la formation a évolué et que d'autres musiciens sont arrivés, ils ont eu envie d'avoir des danseurs professionnels en patin, dont nous, en partenariat avec eux, et créer cette alchimie. Donc ils jouent très bien de la musique, ils roulent, et nous dansons sur ce qu'ils font. Et qui s'adapte à qui? Alors finalement, parce que j'imagine que c'est un dialogue quand même entre les musiciens et les danseurs. Oui, oui, bien évidemment. En fait, les propositions viennent de toutes parts. C'est-à-dire qu'on leur demande s'ils pourraient jouer tel morceau, ils nous expriment si c'est possible ou pas, parce que n'étant pas musicien, on n'a pas forcément conscience de ce qui est jouable avec leur orchestre. Enfin, maintenant, on commence à savoir. Et puis aussi, eux nous font des propositions. Effectivement, ça marche dans les deux sens. Voilà. Sous cette forme-là, ça fait donc combien de temps que vous jouez ensemble, que vous produisez ensemble? 8 ans. Je dirais depuis 8 à 9 ans. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, avec Skate Express, ouais. D'accord. Alors, jouer de la musique en roller, moi je l'imagine même pas, parce qu'il faut à la fois penser à ce qu'on fait et à la fois effectivement penser à son équilibre. Comment? Allez-y. Ah non, ça va aller, merci. Je serais même pas capable de tenir debout en tout cas. Voilà. Ah bah, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Merci. Donc voilà, justement, comment... bâton de parole. Voilà, exactement. Comment fait-on justement pour jouer justement des percussions sur des rollers? Alors les percussions. Ou de la trompette. Alors après, voilà. Oui. Allez, ça tourne. Hein. Alors. Oui, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, pardon. Alors voilà, comment joue-t-on donc des percussions sans avoir les pieds campés dans le sol? Eh bien, pareil qu'en chaussures, mais en prêtant attention à pas chuter, à pas perdre d'équilibre. Voilà, absolument. D'accord. Mais sinon, ça se fait assez très bien, absolument. Oui. Ouais. J'imagine qu'il faut quand même avoir un bon petit niveau au niveau. C'est un prérequis, je crois. Ouais. Essayer d'oublier un peu qu'on est sur les patins et se concentrer quand même sur la musique. Ouais. Voilà. D'accord. Oui. Et alors parce qu'à la fois vous produisez aussi bien en statique et puis il y a des parties dansées et jouées en même temps. Donc c'est différents tableaux. Hein, c'est bien ça. Et c'est ce que vous allez nous présenter ici pendant tout le week-end. C'est ça. Il y a quelques chorégraphies. La plupart sont quand même sur les danseurs, mais on s'attelle à faire le maximum de chorégraphie et de rendre ça mobile et joli. D'accord. Donc là, vous avez découvert un petit peu le site. Vous savez déjà à peu près où est-ce que vous allez pouvoir jouer, parce que j'imagine qu'il faut quand même quelque chose d'assez stable. Ça roule super bien. Oui. C'est vrai. On va peut-être passer le micro si jamais. Donc vous disiez que ça oui. Le bâton de parole. Je disais que ça roulait super bien partout. D'accord. Et ça nous fait très plaisir. D'accord. Parce qu'on s'est retrouvés des fois
avec des sols très très difficiles. D'accord. Vous allez, on va vous laisser y aller parce qu'effectivement vous êtes attendu, à moins qu'effectivement vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, je voulais dire, la chute est quand même, il faut y prêter attention, mais c'est très importante, car on sait que le silence après du Mozart est encore du Mozart. C'est vrai. C'est exact, c'est vrai. Donc je pense qu'on va, on pourra pas terminer mieux. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir avant de justement d'aller régaler le public sur la scène sur la scène sur le 99 bis, sur le site du 99 bis et ben on vous suit pour venir apprécier votre travail. Merci à vous. Merci. Non, c'était bien. Merci. Moi j'ai la chance d'être accompagné ici par le 99 bis sur cette saison, 2023-2024. Je suis très influencée par la nouvelle scène française. C'est la touche Jones, hyper feel good. Retrouvez la Grande Chaufferie sur ILTV et sur l'application ILTV+. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, d'avoir mis du contenu technique. On parlera la prochaine fois de suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Thomas et à bientôt. Moi j'ai la chance d'être accompagné ici par le 99 bis sur cette saison, 2023-2024. Je suis très influencée par la nouvelle scène française. C'est la touche Jones, hyper feel good. Retrouvez la Grande Chaufferie sur ILTV et sur l'application ILTV+. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, d'avoir mis du contenu technique. On parlera la prochaine fois de suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Thomas et à bientôt. Voilà, de retour dans les backstage des Métaphonies. Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour notre dernier direct de l'après-midi ici au 99 bis Wany. Pour cette seconde émission, ILTV a choisi de donner la parole aux jeunes et notamment aux membres du comité des jeunes programmateurs du 99 bis. J'accueille donc Eva, Amandine et leurs camarades qui ont donc participé à cette première promotion des jeunes programmateurs du 99 bis. Ma première question, elle s'adresse à toi, Eva. Ce comité jeunes programmateurs, c'est quoi ?
Alors, c'est un comité de jeunes entre 17 et 25 ans. Donc, on se réunit bénévolement quelques fois par mois pour faire des réunions et pour programmer un concert dans le cadre des Métaphonies, donc le festival qui a lieu aujourd'hui. Amandine, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette démarche et pourquoi tu as décidé d'en faire partie ? Moi, je suis en BTS audiovisuel et du coup, j'ai voulu voir un peu ce qui se passait au niveau de la production des artistes, etc. pour acquérir de nouvelles compétences. Alors, explique-moi comment se sont passées vos séances de travail, enfin les séances de travail du comité. Quelles ont été les différentes étapes de travail, justement ? Déjà, pour la première séance, on a appris à tous faire connaissance parce qu'on vient tous de milieux différents, personne ne se connaît. Donc, on a tous fait connaissance, on a tous appris le type de musique que chacun écoutait parce qu'on a tous des écoutes très variées. Et différentes, oui. Et, voilà. Et puis, au fur et à mesure des séances, on a commencé à vouloir choisir un artiste, on a fait une sélection. Une fois qu'on l'avait choisi, on avait choisi plusieurs artistes. On a essayé de comprendre comment contacter l'artiste en lui-même, comment ça se passait pour les fiches techniques, les lire, le cadre pour vendre les billets, la communication. On a essayé de voir tous les points. Justement, est-ce que vous vous attendiez à un tel travail justement pour programmer une date et un artiste pour un concert ? Non, on a découvert vraiment de tous les métiers du début jusqu'à la fin et on ne s'entendait pas à autant d'étapes. D'accord. Alors, c'est à vous, donc, et aux autres membres du comité, que nous devons la programmation d'Opinard pour ces Métaphonies. Alors, pourquoi cet artiste ? Comme je vous l'ai dit, ça a été un choix très judicieux parce qu'on a essayé de prendre un petit peu tous les artistes qu'on aimait bien, de tous milieux différents. On a fait une sélection et puis après, avec des votes, on a un peu écouté tous les artistes qu'on avait proposés. On en a sélectionné 2 et puis on a essayé de contacter les 2 et puis on a vu comment ça se passait. Et alors, justement, est-ce que vous êtes arrivé assez rapidement à une certaine forme d'unanimité pour accueillir Opinard, justement ? Oui, on a eu une certaine forme d'unanimité. En fait, on a sélectionné, on a chacun voté pour la personne qu'on préférait et on est vite tombé d'accord sur Opinard. D'accord. Alors, comment on prend contact avec un artiste ? Est-ce qu'on le contacte directement ou il faut passer par des intermédiaires ? Dites-moi. Il faut passer par des intermédiaires. Déjà, il faut trouver le contact de l'intermédiaire. Donc déjà, ça a été aussi un travail en soi. D'accord. De comprendre qui est-ce qu'il fallait contacter, comment. Et une fois qu'on avait trouvé tout ça, on a envoyé un mail avec toutes les informations, qui on était pour nous présenter, parce qu'un comité de jeunes programmateurs, c'est pas partout qu'il y en a. Et nous expliquer un petit peu les métaphonies, ce que c'était, la durée du concert, et puis toutes les petites informations. Alors, ces derniers jours, on a pu voir sur les réseaux une vidéo, vous vous adressiez d'ailleurs directement à lui, et il semble que vous aviez eu un retour. Sous quelle forme, justement ? On a été republié dans sa story. D'accord, vous vous y attendiez ? Ah non, pas du tout. D'accord, j'imagine que ça vous a surpris, ça vous a fait plaisir, ça vous a étonné ? Ça nous a étonné, on était agréablement surpris. D'accord. Écoutez, Eva, Amandine, merci beaucoup pour tous ces éclairages sur le travail de votre comité de programmation. Alors, je vous propose à présent de visionner un extrait du clip Une journée à Paris qu'Opinard interprétera certainement à l'occasion du concert qu'il donnera ce soir sur la scène du Métaphone. On regarde et on se retrouve juste après. On peut échanger, qu'en dis-tu? Devenir étranger, sans issue. Je ferai tout pour charmer, tous mes sous je peux cramer pour toi. Tu seras désarmé, j'en suis quasi sûr. Pour l'instant c'est moi que tu laisses en SOS. Plus d'un tour dans mon sac, j'ai prévu d'autres prouesses. J'ai des chansons pour toi et crois-moi elles sont excellentes. Je ferai tout pour une journée à Paris avec elle. Je veux parler avec elle, juste parler avec elle. Je ferai tout pour une journée à Paris avec elle. Je veux parler avec elle, juste parler avec elle. Je ferai tout pour une journée à Paris avec elle. Je veux parler avec elle, juste parler avec elle. Je ferai tout pour une journée à Paris avec elle. Je veux parler avec elle, juste parler avec elle. Voilà, c'était Opinard, une journée à Paris. Opinard qui nous a rejoint en compagnie de Dorian et Tommy, deux autres membres du comité des jeunes programmateurs du 9-9 bis. Bonjour à tous les trois. Salut. Opinard, est-ce que c'est la première fois que vous êtes programmé sur un festival par un comité de jeunes programmateurs ? Il me semble que ouais. Ouais. C'est plutôt sympa, non ? Ouais, c'est cool. Mais ça change un peu. Enfin, j'avais déjà fait, mais je sais pas si c'est programmé par des jeunes, mais j'ai fait le festival Rock and Solex. Ouais. Il me semble que c'était Rennes. Ouais. Et en fait, c'est l'ambiance que je trouve cool parce que du coup, c'est des gens qui me ressemblent et puis
Puis voilà, donc c'est toujours cool, ouais. Mais je crois que c'est la deuxième fois, ouais. Je crois que Rock and Solex est aujourd'hui. Vous avez pu faire un petit peu connaissance ? Je viens d'arriver, donc pas vraiment. Il y a des têtes que je reconnais parce qu'il y en a qui font de la bonne musique ici, et puis voilà quoi. D'accord. Ah, vous les avez un petit peu repérés déjà ? Ouais, il y en a que je suis sur TikTok. D'accord. Et donc du coup voilà, le monde est petit. Bon, alors votre carrière effectivement a démarré sur les chapeaux de roue puisque vous avez commencé à faire parler de vous sur TikTok où les vidéos ont cumulé plus de 10 millions de vues. Mais en fait, votre passion pour la musique remonte à bien plus longtemps que ça. Comment vous êtes justement venu à la musique ? En fait, quand j'avais 3 ans, apparemment, d'après les dires de ma mère, je tapais sur des casseroles avec des cuillères en bois. Donc je pense que ça remonte à il y a longtemps. J'ai commencé le clavier quand j'avais, je crois, 11 ans. Oui. Après, je me suis redirigé vers la guitare à 12 ans. Et j'ai fait pas mal de guitare. J'ai appris avec une application qui s'appelait Guitarbots, qui est renommée Musician. Et en fait, j'ai appris la guitare comme ça. Après, je suis tombé sur des vidéos un peu de Brésil, bossa nova, des playlists, et ça m'a directement parlé. Donc, j'ai continué à faire de la musique comme ça, du coup, avec la guitare. Mais il y avait des gens déjà dans votre famille qui faisaient de la musique, ou alors c'est vous qui complètement s'y est mis en autodidacte ? Absolument, personne ne fait de la musique chez moi. D'accord. J'étais vraiment le seul qui faisait soit du piano, soit de la guitare. Alors, on parle de vous aujourd'hui parce qu'on aime bien mettre les gens dans les cases comme d'un artiste français de bossa nova, mais votre univers musical ne se résume pas à ça, loin de là. Quels sont les autres sons qui vous inspirent ? Il y a absolument tout. J'écoute beaucoup de rap, beaucoup de néo-soul, j'écoutais beaucoup de rock à un moment donné, en 2016 notamment. Et c'est pas que de la bossa du coup. C'est pour ça qu'en ce moment-là, ça fait plus d'1 an que j'ai pas sorti de bossa parce que j'avais justement peur d'être cloisonné, emprisonné dans un style en particulier. Et même lorsqu'on regarde au travers de mon premier EP, il y a de la baile, de la two-step, il y a à peu près beaucoup d'univers qui certes ont pour ligne directrice la bossa nova, mais qui s'étendent de manière bien plus vaste. C'est ça qui vous a séduit, justement l'éclectisme d'Opinard dans sa musique ? Je ne sais pas si tu... Ah oui, pardon. Le micro, c'est mieux. Ouais, c'est la manière dont il se démarque. On avait l'habitude d'entendre des sons qui se ressemblaient un peu tous, et finalement, il y a Opinard qui est arrivé avec son influence bossa. D'ailleurs, j'ai une question. D'où te vient cette influence bossa, et tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la bossa, parce que ça ne doit pas parler à tout le monde, peut-être ? Moi, je suis tombé sur la bossa du coup quand j'avais 14 ans. Sur YouTube, je me cherchais un peu. Je ne savais pas vraiment ce que j'aimais. En fait, on est habitué à écouter la musique que les gens écoutent. Surtout quand on a 14 ans, fin de collège, tu vois. Mais moi, je savais qu'il y avait un truc qui clochait, dans le sens où c'est cool, mais ça me parle pas vraiment. Et donc, du coup, je suis allé me renseigner moi-même pour savoir en fait ce que j'aime. Et donc, du coup, je suis tombé sur une playlist qui s'appelait Putumayo avec plein de sons brésiliens. Et ça m'a directement parlé. Et en fait, je pense que ce qui m'a parlé, c'est le fait que ce soit pas un style musical qui soit seul. C'est-à-dire que c'est un mix entre la samba et le jazz. Et le jazz, ça m'a toujours parlé, même avant que je tombe sur la bossa nova. Et la samba, je connaissais pas. Et donc, du coup, c'est le mix des deux qui m'a beaucoup parlé. Et même au travers de mes sons, aujourd'hui, j'essaie de faire du coup le mix entre de la bossa et de la baile, de la bossa et du R&B. Et voilà. Tommy, je crois que tu as une question aussi à poser à Opinard. Okay, j'avais complètement une question par rapport au contexte. Là, on est dans un lieu assez atypique que tu n'as pas sûrement déjà dû faire. Je voulais savoir ce que tu en penses. Est-ce que ça change de d'habitude pour toi ? Est-ce que tu as déjà eu accès à ces lieux comme ça ? Voilà, je voulais juste savoir le lieu, ce que tu en pensais. Voilà, je suis arrivé, c'était surprenant dans le sens où généralement quand on parle de festival, il y a des plaines, de l'herbe, des chapiteaux parfois. Et là, de faire un festival limite dans une salle, c'est archi novateur. Moi, je kiffe. Ça change vraiment, ça fait du bien. Et en fait, je pense que le truc que je kiffe par-dessus tout, c'est vraiment genre l'organisation qui est, entre guillemets, faite par des jeunes. Parce que il y a 2 ans en arrière, en fait, moi, j'étais à l'école et on avait, dans mon cursus, on faisait des projets de groupe qui, en fait, penchaient à ce genre d'événement, entre guillemets. C'était pas vraiment dans l'événementiel, mais en tout cas, ça me fait du coup du bien de voir que des gens de ma génération, en fait, arrivent à faire quelque chose de vraiment abouti et de cool. Et donc, du coup, c'est le cadre que je kiffe. Ouais. Alors, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce qu'il y a encore 2 ans, vous poursuiviez en parallèle vos études, encore. Aujourd'hui, vous êtes complètement concentré sur votre projet artistique. Comment vous envisagez justement votre parcours dans les prochains mois et années au niveau musical ?
En fait, c'est envisageable, mais c'est pas. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre, dans le sens où moi, je vais faire ce que j'ai toujours fait, donner le meilleur de moi-même. Mais voilà, si jamais ça continue à prendre, ça prendra. Si jamais ça prend pas, c'est le risque en fait d'avoir arrêté l'école. Mais je pense que, en fait, au travers de mon art, le plus important, c'est de transmettre en fait ma vision de la vie à mes auditeurs. Et qu'il y ait 500 millions d'auditeurs ou 400 000 par mois, en vrai, à partir du moment où je suis sincère au travers de mes propos dans la musique, c'est le plus important. Dorian, tu as une question, je crois. Eh oui, évidemment. Tu es en train d'émerger une fois de plus en plus sur des scènes de plus en plus grandes, comme notamment l'Olympia, et l'année prochaine. Là. Et on a vu ensuite en actu, on a vu que tu as eu l'honneur de faire la première partie de Big Flo et Oli dans un stade. Tu peux nous dire le sentiment que ça fait? C'est quand tu rentres dans un stade et qu'il y a 22 000 personnes qui ne te connaissent pas forcément, tu n'arrives pas à les personnifier. Tu as vraiment l'impression que c'est... je sais pas. Donc en fait, c'est même pas stressant, parce que t'es pas là à chanter devant 22 000 personnes, tu as l'impression de chanter devant... Je sais pas comment dire, mais c'est spécial, c'est énorme. En fait, c'est une notion que l'humain n'a pas vraiment. Genre le fait d'être devant 22 000 personnes. Monde, oui. Ah non, c'est... Ton cerveau, il bug en fait. Ton cerveau, il marche pas à ce moment-là. Et donc du coup, tu fais ce que tu as à faire et puis voilà. Mais c'était opportunité de fou, sachant que Big Flo et Oli, c'est deux personnes que j'apprécie énormément. On a beaucoup parlé aussi après le concert de la musique, de la vie, d'un peu de tout. Donc en fait, c'est pas juste dans un cadre, voilà, je fais la première partie et puis on se calcule pas. C'est vraiment, il y a quelque chose derrière. Et je pense que j'ai même plus kiffé la discussion que j'ai eue avec eux que le concert, même si le concert était très cool. Mais c'est une sacrée expérience. Ouais. Là, les jeunes t'ont programmé dans une salle de 1000 personnes environ. Est-ce que tu préfères les ambiances de stade ou celles des plus petites salles? Ah ouais, c'est meilleur quand c'est intimiste. C'est meilleur quand c'est intimiste, quand tu es proche de ton public. Là, en l'occurrence, je sais pas si ce sera... C'est le challenge des festivals en soi. Tu sais jamais si tu vas être avec ton public ou pas. Donc j'ai hâte de voir pour ce soir, mais je préfère quand c'est intimiste. Et puis même, on se parlait là tout à l'heure dans le van, qu'on aimerait bien enlever les oreillettes, parce que je trouve que ça met une distance avec le public. Tu vois, j'aimerais bien revenir entre guillemets à la source, juste le micro des retours et entendre les gens directement dans mes oreilles plutôt que de les entendre passer par des... Enfin, tous les artistes préfèrent quand c'est intimiste. Et on a même compris que l'Olympia, c'était vraiment la dernière date. Si jamais ça continue de monter, c'est la dernière date qui est entre guillemets à échelle entre guillemets humaine. D'accord. Yes, j'avais encore une question ici par rapport à tes feats. On a pu écouter certaines de tes chansons. On a vu que tu avais fait quelques feats avec Mira ou avec Aboutal par exemple. Et je voulais savoir, est-ce que tu avais un feat de rêve ou un feat de rêve, un feat qui te ferait charmer dans les prochaines années? Je pense que j'avais un feat de rêve. C'était avec Luigi du coup. Mais en fait, les featuring, c'est plus juste une histoire de featuring. Quand tu avances, en fait, tu te rends compte que les collabs avec des artistes, c'est pas juste une collab dans le sens où tu vas au studio, tu dis ce que tu as à dire et tu t'en vas. C'est une histoire qu'il y a derrière. Dans le sens où, par exemple, avec Aboutal, on s'était vu 1 an avant de faire le son. On s'est vu, on a fait la chanson et c'est sorti direct parce que du coup, il y avait une espèce d'alchimie qui s'était créée. Avec Luigi, on a eu l'occasion de voyager ensemble. Il est venu à mon concert, je suis monté sur scène avec lui. Il y a quelque chose qui s'est créé. Donc si jamais un jour quelque chose se fait entre Luigi et moi, ce sera un peu plus qu'un feat et tu sentiras la connexion. Tandis que, en fait, là, je peux pas dire que j'ai un feat de rêve parce que ça se fait vraiment avec la rencontre. Ouais. Okay. Eh ben, merci à tous les trois pour cet échange qui était vraiment très très intéressant. Merci aussi donc à l'ensemble du comité donc pour avoir fait ce judicieux choix et d'avoir réussi à programmer effectivement Opinard ici pour les métaphonies. Je vous propose d'entendre une autre chanson du répertoire d'Opinard avec un extrait du clip de Sois-en sûr et on se retrouve juste après. Même si c'est hasardeux, sache que je ferai tout pour que l'on soit tous les deux, histoire de te montrer mon amour. On ira où tu veux, peu m'importe le détour, que ce soit la nuit, le jour, y'a aucune défaillance. Sois-en sûr, tous les deux en plan séquence, en pleine aventure. Baby, dis-moi à quoi tu penses quand on part et qu'on s'élance, 3 dans le mur de la romance. Même si
si ça m'effraie. Même si ça m'effraie, je persiste et j'essaie. Même si ça m'effraie. Même si ça m'effraie, je persiste et j'essaie. Voilà, de retour dans les backstage des Métaphonies, toujours en compagnie cette fois-ci de Juliette Lucas, qui est entre autres pilote le comité des jeunes programmateurs du 9-9 bis, entre autres choses. Juliette, aujourd'hui c'est un peu l'aboutissement pour cette première promotion des jeunes programmateurs, mais je crois que vous travaillez déjà au recrutement de la deuxième promotion parce que l'histoire ne va pas s'arrêter là. Exactement, on est très contents de cette première édition et les jeunes aussi sont ravis. Et l'idée, c'était pas de faire une seule édition, c'était d'en faire un projet qui dure. Et donc, on part très confiant. Et on commence déjà à recruter les prochains jeunes du comité de l'année prochaine. Les recrutements, c'est jusqu'au 22 septembre. D'accord, donc c'est lancé là. C'est lancé. D'accord. On a un flyer qu'on va d'ailleurs distribuer pendant le concert. D'accord. Et donc jusqu'au 22 septembre et on débute dès septembre pour un deuxième concert qui aura lieu entre avril et mai, on ne connaît pas encore la date. Alors est-ce qu'il y a un profil type que vous recherchez ou est-ce qu'il suffit d'avoir entre 16 et 25 ans pour s'engager dans la démarche ? On n'a pas de profil type qu'on recherche, au contraire, j'ai envie de dire qu'on cherche à avoir le plus de motivations différentes, de profils différents, pas forcément que des bons élèves, pas forcément que des gens qui connaissent bien le monde de la musique. C'est bien d'avoir un petit peu cette diversité et on a réussi à l'avoir d'ailleurs cette année, ce qui était assez riche en fait. D'accord. Et on les a sentis très engagés justement dans les étapes de travail et ça ça doit être super pour justement mener une opération comme celle-là. Oui, en fait, mine de rien, ils ont tous trouvé leur place, j'ai l'impression, tous et toutes. Et voilà, même avec des affinités différentes, comme c'est tellement finalement très complexe et c'est plein de tâches multiples l'organisation d'un concert, chacun a réussi à trouver sa place et donc finalement il y a eu une très belle ambiance d'équipe aussi et je pense que c'est avant tout une super expérience humaine quoi. Ils ont vraiment tissé des liens et j'espère qu'ils vont durer après même s'ils partent sur des chemins différents. Et comment ils le vivent aujourd'hui, vous qui les accompagnez depuis tout à l'heure, comment ils le vivent cette journée et ce premier concert ? Je vais pas parler à leur place, mais je pense qu'ils sont contentes et oui, assez satisfaits, peut-être un petit peu stressés, mais là le plus gros effet en fait quand c'est comme ça, c'est tout le travail derrière et maintenant c'est à Opinard de jouer. Voilà, exactement, à 18h, ils auront plus qu'à profiter et à profiter de tout leur travail quoi. Juliette, merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages et pour ce travail mené justement à côté des jeunes et puis on aura l'occasion de vous accueillir à nouveau avec le deuxième comité en espérant effectivement une autre belle date à venir ici au 9-9 bis. Exactement, on espère. Merci beaucoup. On fait maintenant un petit pas de côté pour vous parler d'une autre action culturelle. Celle-là est menée par l'Agglo Hénin-Carvin qui a permis à 8 lycéens du territoire et à 2 de leurs professeurs de participer au Festival de Cannes. On regarde tout de suite le résumé de leur séjour dans le plus grand festival du cinéma du monde et on en parle avec eux tout de suite après. Tout a commencé le lundi 20 mai 2024 à l'aéroport de Lille. Aujourd'hui, on se retrouve à l'aéroport de Lille pour embarquer dans l'avion. 8 jeunes des différents lycées de l'agglomération d'Hénin-Carvin ont participé à un voyage, à une aventure extraordinaire au Festival de Cannes. Là, on vient d'arriver à Cannes. C'était la première fois que je prenais l'avion. C'était trop bien. Du coup, on est impatient de découvrir la villa et ce qu'on va faire plus tard dans la journée. Après avoir pris quartier dans leur villa d'Antibes, les jeunes cinéphiles se sont vus remettre leurs accréditations par Sébastien Zanchetta, coordinateur national du dispositif Regard Jeune sur le cinéma. On a le précieux Sésame et on va aller voir tout de suite notre premier film, l'histoire de Souliman, dans la sélection Un certain regard. Le programme n'était pas de tout repos car dès le lendemain, une projection à la quinzaine des cinéastes les attendait. Ils ont pu découvrir un film d'animation, Ghost Cat Anzu, en compagnie de son réalisateur. Il n'était pas présent originellement dans le manga ou il était présent différemment ? Le thème de deuil, de la mort, il est arrivé plus tard. C'est un peu mon style d'animation. Déjà, je voulais le voir avant et je savais pas qu'on allait le voir.
Ils ont ensuite enchaîné par un atelier paroles et critiques animé par Cédric Bourvès, technicien pour Regard Jeune sur le cinéma. Sujet entre 3 minutes 15 et 4 minutes. Ils ont pu s'essayer aux différents métiers de l'audiovisuel, cadreur, ingénieur du son. C'était la première fois que je le faisais. D'habitude, je suis devant la caméra ou au son. Donc au moins, ça apprend, même si c'est pas facile avec le vent. Et l'idée était aussi de les faire réagir et d'aiguiser leur sens critique en rapport avec le film qu'ils venaient de découvrir. Vous pouvez d'ailleurs retrouver leur reportage sur notre site internet. C'est incroyable, du coup je le prends en vidéo pour le montrer un peu à ma famille et à mes amis. Surtout se dire que demain on va monter sur les tapis rouges, donc ça va être encore mieux que là, ce qui est déjà impressionnant. Se dire que demain on va monter ces marbres, c'est encore plus beau. Mercredi, après une autre projection matinale, les élèves ont pu rencontrer une partie de l'équipe technique des effets spéciaux du film Hit the Night qu'ils ont eu la chance de voir la veille au soir. À part, à mon avis, inventer du cinéma. L'après-midi passa en un éclair et après quelques préparatifs et mises en beauté, ils étaient prêts à gravir les célèbres marches du festival. Moi je suis trop contente et je suis fière quand même d'être là. Ça veut dire qu'on a réussi à plaire à l'agglomération, ils nous ont sélectionnés, donc c'est une fierté. C'était peut-être le meilleur moment de ma vie, je pense. C'est incroyable de voir le monde quand on se regarde sur le tapis, voir les robes, même les stars, même si je les connais pas, elles sont déjà magnifiques. Le soleil, les films, la croisette, Cannes. Un moment suspendu de 4 jours intenses qu'ils garderont, j'en suis sûr, dans leur mémoire. Tout est grandiose, l'ambiance dans les salles, toujours c'est hyper respectueux, je trouve, pour le cinéma et c'est... on se sent à l'aise. C'est l'avant et après les marches que je trouve qui est waouh, c'est juste waouh. J'ai croisé David Cronenberg, j'ai croisé Artus, j'ai aperçu aussi Pierre Ninet, Vincent Cassel, effectivement, dans sa voiture. Non, hier j'étais ravi. C'est extraordinaire, genre c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Pour les marches de Cannes, le tapis rouge et tout, déjà je me demandais ce que je faisais dans un smoking. Monsieur Zanchetta il nous avait dit retournez-vous à la fin des marches, vous verrez c'est là où on se rend vraiment compte de où on est et tout. Et c'est vrai que quand on se retourne et qu'on voit tous les photographes, toute l'allée, tous les gens autour, ça fait quelque chose. Super séjour, super expérience, merci LTV, Regard Jeune sur le cinéma et l'agglomération des Macarons. Merci Regard Jeune sur le cinéma. Voilà, de retour dans les backstage des Métaphonies en compagnie de Yaël, de Valentin et de Sylvain Caron, professeur au lycée Henri Senet d'Hénin-Beaumont. Yaël, ça fait quoi de revoir toutes ces images ? Ça rappelle des bons souvenirs, mais ça fait aussi très bizarre de se voir comme ça. Mais c'est surtout bien de ressouvenir ça. Parce que vous avez été accompagné, donc du coup on l'a vu, donc par Louis Fontanet donc de d'ILTV. Il vous a suivi partout, hein ? Oui, vraiment, il était tout le temps avec nous. Et en plus, il nous mettait à l'aise. C'était vraiment bien qu'il soit là. Alors, c'était il y a 3 semaines. Alors, le retour au lycée, il n'a pas été trop difficile ensuite ? Si, le retour au lycée, on ne voulait pas y aller. Et ça a été quand même... J'ai pu parler de l'expérience avec mes amis et ma famille, même en option cinéma, justement. D'accord. Échanger, partager avec celles et ceux qui n'ont pas eu la chance, effectivement, d'y participer ? Oui, c'est ça. Bon. On leur a tout raconté. Bon, très bien. Valentin, à la base, donc, tu as répondu à l'appel à candidature lancé par l'Agglo Hénin-Carvin, qui a été lancé donc, au sein des 4 lycées du territoire. Pourquoi tu avais choisi de tenter ta chance ? Parce que moi, justement, je m'intéresse à tout ce qui est Internet, justement, et tout ce qui est création de contenu sur Internet. Et donc, je me suis dit que pouvoir aller à Cannes, ça allait me permettre de faire une transition sur le contenu que j'allais pouvoir faire et d'ensuite pouvoir passer sur un contenu un peu plus qui serait sur le cinéma, justement. Et justement, est-ce que ce séjour t'a permis d'avoir des réponses à certaines de tes questions, justement ? Ça a permis vraiment de voir un peu ce qu'est le monde du cinéma aussi, pour ceux qui n'ont jamais vraiment été. Du coup, ça a répondu à pas mal de questions. Ouais. Quelle était l'image que tu avais du Festival de Cannes avant de t'y rendre ? Un peu... que c'est quelque chose de privilégié, que c'est vraiment
Un peu le strass et, strass et les paillettes. Et que c'était, on va dire, inatteignable à la base. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette image a évolué et de quelle manière, de quelle façon? J'ai une assez bonne image maintenant de Cannes aussi. J'en avais déjà une bonne en soi. Et j'ai bien aimé aussi le fait que ça a été beaucoup fait. Il y a eu beaucoup de choses sur la dénonciation aussi. Il y a eu beaucoup de messages passés. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Dans les films? Dans les films, ouais. D'accord. Sylvain Caron, vous avez accompagné les jeunes cette année. Votre établissement travaille beaucoup autour du cinéma tout au long de l'année. Au niveau pédagogique, quelle est pour vous la force de ce dispositif ? L'intérêt du dispositif est, là aussi, je remercie tout de suite l'agglomération des Nains-Carvin de pérenniser le dispositif avec Regard Jeune pour le cinéma, parce que c'est un formidable outil pour faire découvrir à nos jeunes qui n'ont pas forcément accès à la culture cinématographique, de leur faire découvrir cet environnement. Vous qui avez vécu au quotidien avec les élèves pendant ce séjour, comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils retirent de cette expérience et du parcours cinématographique qui leur est proposé à Cannes? C'est d'abord une expérience humaine. C'est un groupe qui se forme très vite et qui noue des relations intéressantes. Le groupe a très bien fonctionné. Et puis, du point de vue cinématographique, ça leur fait découvrir des films très différents, de genres très différents. Voilà. Ce qu'ils en retirent, c'est la diversité. Oui. Alors on va peut-être passer le micro effectivement donc à nos deux amis derrière. Justement, comment toi tu as vécu ce séjour justement à Cannes? Je pense que c'est pour tout le monde un peu la même chose. On s'est très bien entendu. Les films qu'on a vus étaient globalement très bien. On a pu en voir en plus aussi avec certains groupes comme Elliot. Et on a vécu 4 jours de rêve, si je puis dire. Elliot, effectivement, toi tu es passionné de cinéma. On t'a d'ailleurs vu après aussi le Festival de Cannes à Ciné-Comédie à Lens. Ouais. Donc voilà, je pense que tu devais être dans ton élément. Ouais, c'était franchement une expérience formidable. Fatigante aussi Cannes, parce que franchement, 4 jours, on n'a pas arrêté que ça soit de se déplacer sur la croisette, voir des films. Franchement, j'ai dormi sur certains films, mais c'était chouette. Voilà. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Très bien. Donc votre parcours cinématographique vous a permis de participer à un atelier Parole et critique qui s'est matérialisé par la réalisation d'un reportage. On le regarde et on se retrouve juste après. On vient de voir un film de la quinzaine des cinéastes qui se nomme Anzu, le chat fantôme. La quinzaine des cinéastes, c'est une catégorie au Festival de Cannes où on y reste 3 jours encore parce qu'on est l'agglomération des Nains-Carvin. Anzu, le chat fantôme est un film d'animation qui raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Karine, qui se fait abandonner par son père chez son grand-père, qui habite dans un temple, où Karine va rencontrer Anzu, le chat fantôme qui se comporte et qui a la même taille qu'un humain. Il y a 2 personnages principaux. Il y a d'abord Karine, une fille solitaire mais joyeuse. C'est une jeune fille de 11 ans qui va passer avec ce film à l'âge adulte. Et le personnage d'Anzu a un chat fantôme. On peut penser que comme c'est un fantôme, c'est un spectre, mais non, ça ressemble surtout, le personnage ressemble à une grosse peluche avec des caractères humains, parce qu'on peut le voir qui fait de la mobilette, qui mange avec des baguettes. Dans ce film d'animation, nous retrouvons toute la culture japonaise, avec notamment les yokai, qui sont les amis de Anzu. Nous avons la petite grenouille, avec ce côté toujours enfantin, ou alors d'autres personnages beaucoup plus humains. Avant d'entrer dans la salle, j'avais des a priori sur les films d'animation japonais. Mais en y ressortant, j'étais plutôt convaincu de ce que j'avais vu. Et le fait qu'ils soient en rotoscopique, ça m'a plutôt intrigué, ça nous a plus mis dans un espace intime avec les personnages, donc c'est ce qui m'a plu. Dans l'animation, il y a différents moyens d'animer nos personnages. Et pour Anzu, le chat fantôme, l'équipe du film a décidé de réaliser le film avec de la rotoscopie. C'est le principe de prendre des images en prise de vue réelle pour ensuite les imprimer, redessiner et recolorier par-dessus, ajoutant un univers par exemple au film qui pour Anzu est plutôt un univers assez léger, pastel. Le film d'animation est inspiré d'un manga comme on a pu l'apprendre dans les questions-réponses.
C'est un manga destiné aux enfants et ça se ressent dans les petites scénettes du début où c'est vraiment un humour très enfantin, un facteur du fait que j'ai pas aimé. J'avais pas non plus aimé le manga originel. J'ai bien aimé le film parce qu'il était composé de 2 parties. La deuxième partie qui était pour moi la meilleure parce qu'elle était plus rapide, il y avait plus d'action. C'était vraiment fait pour les plus adultes. Que la première, elle était composée surtout de blagues pour les enfants. C'est vrai que la première partie, c'est un enchaînement de sketchs, de scénettes qui n'ont pas grand chose à voir entre elles, mais ça rappelle un peu la structure de certains mangas. Et à l'inverse, la seconde partie, elle développe vraiment le fil rouge autour du deuil, du passage à l'âge adulte. Et d'ailleurs, c'est sur ce point que j'ai pu éclaircir un peu avec le réalisateur en lui posant une question à la quinzaine. Puisque les personnages de Karine et des parents ont été inventés pour le film, du coup ça suppose que le thème du deuil n'était pas présent originalement dans le manga ou il était présent différemment. Alors en réalité, dans le manga, le thème du deuil n'est absolument pas abordé. Nous avons mis 6 ans à écrire ce scénario. Au cours de l'écriture, nous avons eu l'idée de l'histoire, de la recherche de la maman. Et donc le thème de deuil, de la mort, il est arrivé plus tard. Via la discussion qu'on a eue après la diffusion du film avec les réalisateurs, j'ai pu découvrir ce que c'était la rotoscopie. Et suite à ça, on a pu prendre des photos avec l'équipe du film. Voilà, de retour dans les backstage des Métaphonies. Théo et Guylaine ont rejoint Sylvain Caron sur le plateau. Théo, tu es cinéphile, grand amateur de cinéma. Combien de films tu as pu voir pendant ton séjour à Cannes ? Je crois 7. As-tu été impressionné par la qualité et la diversité justement des films que tu as pu voir et des films sélectionnés justement dans les différentes sélections dont tu connaissais presque par cœur, je crois, les films justement du festival? Oui, effectivement, c'est vraiment tout l'intérêt du festival, c'est vraiment la diversité. Un rassemblement, c'est le monde qui se rassemble pendant 2 semaines en fait. Et on a vraiment une horizon de tous les pays en fait, et tous les genres. Et du coup, vraiment, on est passé du cinéma d'animation, par exemple, du coup, avec Anzu dans la quinzaine des cinéastes. On a un certain regard. On a vu, par exemple, Flow, un film d'animation muet avec un chat dans un monde post-apocalyptique. Il y a eu, bien sûr, quand on a fait La Montée des Marches, la sélection officielle. Là aussi, c'était un film très différent et assez particulier. Je sais que on a été plusieurs à être déstabilisés devant. Et c'est un peu aussi le but et le rôle un petit peu de ce festival aussi, de provoquer des choses chez les spectateurs. Oui, puis c'est drôle aussi, du coup, il y a certains films qu'on voyait, puis après on voyait les retours soit presse, soit des festivaliers sur Internet, et du coup, on voyait un peu on captait la température vis-à-vis des films avant que ça aille sur les réseaux, etc., avant tout le monde. Est-ce que vous étiez d'ailleurs assez souvent, Guylaine, d'accord sur les films une fois que vous étiez sorti des projections? Si on a aimé ou non. Oui. Dans le groupe, pas tout le temps. Il y a des films que personnellement j'ai pas du tout aimé et que eux tous ont aimé, et même pour certains c'est leur film préféré. Mm-hmm. Bon, aussi parce que j'avais pas compris. Et ouais, il y a quand même beaucoup de films, on est assez d'accord sur le tout. D'accord. Et quels sont, toi, justement, les films qui t'ont marqué ? Le film qui m'a marqué, mais le plus en bien, c'était Hit the Night. Mm-hmm. On a pu avoir en plus une partie de l'équipe du film où ils nous ont dit ils ont 1,5 million de budget, et se dire qu'ils ont fait un film un petit peu... c'est pas comme Ready Player One, mais il y a un truc avec le jeu vidéo. Il y a de grosses séquences jeux vidéo, oui, effectivement, à l'intérieur. Se dire, avec 1,5 million de budget, ils ont fait ça. Déjà que le film est incroyable, c'est encore mieux. Et après, il y avait aussi... j'ai pas trop aimé, mais Motel Destino, ça m'a marqué aussi parce que
on s'attend pas trop à ça quand on va à Cannes comme film. D'accord. Alors, est-ce que justement, tu l'as un peu dévoilé, mais est-ce que le groupe a pu échanger avec des équipes techniques de films à l'occasion des projections ou pendant votre séjour au festival ? Déjà, oui, il y avait 2 séances de programmées. Déjà, pour des créateurs de jeux vidéo, pour It's the Night et Touland de Kno, on a eu un scénariste, un ingé son et une script, je crois. Et déjà, on a eu ça, on pouvait poser des questions pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire je crois même 2 heures. Et donc, on pouvait poser des questions et justement, pour Touland de Kno, ils étaient palestiniens, donc ils ne parlaient pas forcément français, il y avait une traductrice. Ensuite, il y avait les questions-réponses pour Anzu le chat fantôme, où on a pu voir Théo en train de poser une question effectivement, ouais. Juste après le film. Et après, par exemple, pour It's the Night, on les a vus à la fin du film. On a vu tous les acteurs, réalisateurs à la fin du film. Si on voulait leur poser des questions, on pouvait. Et même, c'est Elliot qui disait au tout début, on a rencontré Artus. Même s'il n'avait pas de sélection à Cannes, on pouvait poser des questions pour son film, un petit truc en plus qui cartonne en ce moment au cinéma. Exactement. Justement, Théo, ça a été vraiment le petit plus de rencontrer justement tous ces gens-là, à la fois peut-être pour en savoir plus sur les métiers et puis pour pouvoir échanger autour des films. Oui. On avait souvent, on réfléchissait aux questions qu'on pouvait poser quand on avait vu le film, etc. Et on pouvait avoir vraiment des compléments. Des compléments d'information, même des fois quand on avait posé toutes les questions, l'entrevue était finie pendant que d'autres faisaient des photos et tout, on essayait on était plusieurs à poser des questions parce que les gens sont disponibles. Oui, ils sont accessibles en fait. Puis souvent c'est pas le réalisateur ou les acteurs principaux. Et du coup, c'est des gens qui ont des fois moins la parole. Et du coup, ils sont fiers de partager et de leur travail avec des jeunes, en fait. D'accord. Sylvain, la dernière question s'adresse à vous. En fait, donc c'était la deuxième fois que vous accompagnez un groupe, justement. Est-ce qu'on s'habitue à l'ambiance si particulière de ce festival ? Je crois pas, non. La magie a opéré comme la première édition en 2019. Alors c'est vrai que par exemple, au niveau des films, peut-être j'ai été moins touché par les films. Bon, c'est vrai qu'on avait vu en montée des marches un film d'un réalisateur qui n'en m'échappe, mais qui nous avait fortement touchés. Oui. Mais là aussi, l'émotion était peut-être plus présente aussi avec la rencontre justement avec une partie de l'équipe de To a Land of Now. D'accord. Alors, les films présentés à Cannes, comme on le disait en sélection, ou à la quinzaine des cinéastes, sont parfois exigeants. Est-ce que néanmoins, des jeunes lycéens peuvent s'y retrouver ? Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a une diversité des films et donc, comme l'a dit Guylaine, l'intérêt aussi c'est qu'ils échangeaient ensuite entre eux. Il y avait avec nous également, avec Madame Mougin, on avait des discussions autour des films et c'est ça aussi qui était intéressant, c'était les échanges. Alors, dernière question peut-être pour Guylaine, quel conseil tu aimerais donner à ceux qui vont rejoindre l'aventure en 2025 ? Comme conseil, y aller, n'hésitez pas, essayez, même si vous n'y arrivez pas, au moins vous direz quand même, vous aurez tenté. Et comme conseil, ne vous dites pas directement que vous n'allez pas y arriver, parce qu'on ne sait jamais. Je ne pensais pas y arriver parce que je ne suis pas très fort à l'écrit de base, et en fin de compte, j'ai été à Cannes. C'était incroyable, l'une des meilleures expériences de ma vie, voire la meilleure expérience actuellement, je pense. Et tenter juste. Eh bien, merci à tous. Avant de vous libérer, je vous propose de visionner quelques images, parce qu'on va reparler de musique du nouveau concert jeune public de Kawataro que nous allons accueillir ensuite à votre place sur ce plateau. Ils se produiront aujourd'hui à la Grande Chaufferie et on se retrouve bien évidemment tout de suite avec les musiciens. Depuis ma maison à vapeur, je m'en vais faire le tour du monde, avec pour équipage ma sœur, et comme boussole le micro-ondes. Nous y sommes
bientôt perdre le cap. Mais il est trop tard pour descendre. Là, au creux des falaises, on a pris le temps. Un instant, Phileas et le suivant, Nemo. Nous rêvons héros d'aventures trépidantes. Du rhum de pirates dans nos verres, de lait chaud. Même pas peur, même pas peur, même pas peur, même pas peur, même pas peur. Voilà, de retour dans les backstage des Métaphonies avec Amoué, Mélissa et Louis, Kawataro, Kawataro. Vous serez à 17h45 à la Grande Chaufferie pour présenter les chansons de Malou, votre concert jeune public. Mais alors Malou, c'est qui ? Eh ben, c'est la grande question. En fait, on a choisi d'écrire un spectacle un petit peu sous la forme d'un voyage au cœur de l'enfance, c'est des questions qu'on peut se poser. Et Malou, il s'est un petit peu révélé comme un fil conducteur, autant qu'un personnage, mais sans qu'on l'ait vraiment identifié visuellement encore, parce qu'on est encore dans la phase d'écriture de ce projet. Et Malou, il vient d'une des questions qu'on me pose dans une des chansons, qui s'appelle Malou aussi. C'est tomber amoureux, ça fait Malou. Et donc en fait, finalement, c'est un petit peu à la fois la question et la réponse. Donc c'est notre fil conducteur, c'est le petit Malou avec qui on est pendant tout le long du spectacle. Alors on va reprendre peut-être le début de l'histoire, puisqu'il a eu une première vie, Malou, je pense, à son commencement. Dans quel cadre justement est né le premier projet Kawataro du coup ? Alors, le premier projet Kawataro, il est né à peu près il y a 2 ans. Oui. Il a été initié par l'association Dynamo à Lille, qui est l'association qui a créé les tournées des lives entre les livres. Live entre les livres, c'est des tournées dans de petits groupes de la région, dans toutes les médiathèques. Au début, c'était juste Nord, Pas-de-Calais, puis ça s'est étendu à tous les Hauts-de-France. Et pour fêter les 10 ans des lives entre les livres, Dynamo a souhaité faire une création originale destinée à jouer en médiathèque. Et pour cela, elle nous a réunis. Donc Mélissa, moi, et à la base, il y avait Ludivine, qui était une autre membre du groupe, qui est maintenant remplacée par Lara. Et on venait chacun de paysages un petit peu différents. Et en fait, à la fois à la demande de Dynamo, enfin à l'initiative de Dynamo et des médiathèques, ils nous ont donné des thèmes sur lesquels travailler pour vraiment faire une création originale d'un spectacle de quelques chansons tournées autour du monde des livres, de l'enfance. Donc vous étiez assez contraint à l'époque dans l'écriture. Oui. Mais finalement, être contraint, c'est ça qui est intéressant en écriture aussi. C'est bien d'avoir quelques limites, sinon on ne sait pas trop dans quel sens aller. D'accord. Mais c'est moins le cas du coup aujourd'hui pour le deuxième. Donc, je pose peut-être la question à Moué qui a rejoint l'équipe. Là aujourd'hui, donc vous reprenez complètement une nouvelle phase donc d'écriture pour ce spectacle, pour Malou. Comment ça se passe justement ? Vous êtes toujours orienté ou c'est plus libre dans le... On a repris les anciennes chansons. Ouais. Et on a fait une résidence à la Cave aux Poètes où on a écrit des nouvelles chansons. Donc j'ai intégré le groupe il n'y a pas si longtemps. Et voilà, on voulait confronter nos différents univers et créer quelque chose de nouveau aussi par rapport à ce qui existait déjà. Mélissa, aujourd'hui, quelle orientation vous souhaitez donner à ce projet artistique ? Mais je pense qu'on a toujours l'idée de rester notre Kawataro initial, juste parce que c'est quelque chose de très joyeux. Ça a toujours été finalement destiné à un jeune public. Et donc on garde ce même fil conducteur. Et en intégrant Lara, en fait, on a intégré aussi ses richesses personnelles. Et du coup, à la Cave aux Poètes, eh bien, on s'est un peu rencontrés sur place et on a un peu parlé de... Je crois qu'on est arrivé avec juste une histoire de souvenirs de notre famille à chacun. Et Lara, par exemple, c'est là où elle nous a proposé ses souvenirs à elle d'enfance. Et de là, on a créé une nouvelle chanson. Mais sinon, la base, c'est vraiment les histoires un petit peu de chacun. Et pour tout simplement rester assez universel, en fait.
dans un truc personnel. C'est ces chansons-là que vous allez présenter donc tout à l'heure, hein, vraiment les chansons du spectacle, non pas le spectacle, mais justement, qu'est-ce qu'elles racontent, ces chansons ? Ces chansons, elles sont vraiment teintées d'histoires intimes, de voyages c'est surtout des rencontres. Notre fil conducteur Malou, il va voyager, rencontrer une sorcière, un kappa et pourquoi pas une duchesse. Donc on reste dans des récits qui sont de l'intime et du quotidien, juste en rencontrant des gens, en leur racontant notre histoire. Un peu comme si on s'était rencontrés et je vous posais plein de questions et de là naissait notre histoire du quotidien aussi. D'accord. Alors vous allez à présent vous atteler à la création du nouveau spectacle jeune public après ce concert que vous donnez aujourd'hui au Métaphonie. Est-ce que vous avez déjà une idée de la forme que vous souhaitez lui donner, ce spectacle ? On n'a pas encore vraiment d'idée précise parce qu'on est encore dans cette phase de création des chansons. Et en fait, on croit beaucoup en le sens qui se trouve lui-même. À partir du moment où on fait les choses de manière authentique et sincère, le dessin du pays, enfin le paysage vraiment qu'on va donner à ce spectacle, il va naître par lui-même. Il est déjà un petit peu en train de naître, mais ça va être le travail de toutes nos prochaines résidences. Ce qui est sûr, c'est que le fil conducteur, donc qui apparaît sous la forme de Malou, c'est le lien qu'on a tous avec notre enfance. D'accord. Et finalement, en disant ça, je me rends compte aussi que rien que le nom du groupe Kawataro, qui est l'enfant de la rivière en japonais, qui est un des noms du kappa, un de nos personnages, eh ben, il apparaît aussi. Enfin, Malou, c'est aussi un enfant de la rivière. Et une rivière, c'est simplement un voyage dont on peut choisir de suivre le courant ou non. Mais d'une manière générale, nous, on a plutôt tendance à aimer se laisser porter par nos idées et puis nos émotions. Donc, je pense que le spectacle, en fait, il va prendre cette forme-là, une sorte de voyage tout doux au fil de l'eau et au fil des souvenirs de chacun pour aller chercher justement nos rapports à notre enfance, à l'enfance de notre public, qu'il soit enfant, puisque c'est quand même un spectacle jeunesse, mais départ, avec aussi une portée très familiale, parce que les adultes de maintenant sont les enfants d'hier. Bien évidemment, et je trouve ça important de garder ce lien-là et d'aller chercher dans les émotions et dans les souvenirs. Ça permet aussi, et c'est souvent des discussions qu'on a eues avec le public, après des concerts déjà sur l'ancienne formule, souvent ça fait ressortir des souvenirs d'enfance ou des trucs où on se disait « Ah tiens, ça me rappelle, quand moi j'étais petit, je pensais un petit peu pareil. » Et du coup, en fait, on va chercher vraiment là-dedans, dans l'émotion et le souvenir, quoi. Et est-ce que c'est facile d'écrire des chansons sur l'enfance, enfin sur son enfance, et pour la jeunesse ? C'est pas ce qu'il y a de plus facile, parce qu'on a chacun des vies différentes, des enfances différentes. Mais je pense que si on n'était pas juste des grands enfants, on ne serait pas des musiciens, on n'écrirait pas des chansons. Donc en fait, on a juste à un petit peu se laisser porter et puis lâcher prise. Et justement, faire qu'est-ce qui fait attention la à différence ? pas perdre nos enfants, quoi. Bah oui, parce que qu'est-ce qui fait la différence ? Parce que vous avez tous des parcours de musiciens et musiciennes individuels, et là, effectivement, vous vous retrouvez ensemble pour écrire. Donc là, vous adressez à un public, on va dire adulte, et là, vous adressez. Donc, on dire les enfants, c'est à partir de 7 ans. C'est à peu près ce qui est le spectacle est prévu là-dessus. Il faut adapter son discours. Comment est-ce que ça change beaucoup, vous, en tant que dans vos compositions, dans votre écriture ? Alors ça change pas beaucoup parce que finalement, jusqu'ici, on a beaucoup joué dans des médiathèques. Et les médiathèques, c'est un endroit qui est très très familial. Donc nos publics, ils ont été rarement composés uniquement d'adultes. D'accord. Donc en fait, nos chansons, dès le départ, elles s'adressent autant aux enfants qu'aux adultes. Et c'est là qu'on a trouvé un petit peu le sens qu'on cherchait dans la musique quand on la créait. À la base, c'est... Les premiers morceaux qu'on a écrits en tant que Kawataro, ils étaient à l'initiative de certaines médiathèques qui nous disaient vous pourriez travailler sur Marie Groette, le kappa qui est un petit personnage japonais, Jules Verne, ainsi de suite. Et en fait, tout ça, c'est des références à des livres. Et les livres, la première fois qu'on y est confronté, c'est très très jeune. Et finalement, on fait que raconter des histoires. Et qu'on raconte des histoires aux enfants ou qu'on les raconte aux adultes, je pense que l'important, c'est qu'elles aient du sens et qu'elles soient accessibles. Après, moi, personnellement, je sais que j'aime bien, quand on écrit les chansons, faire attention à pas faire simplement des comptines destinées à des enfants, mais faire en sorte que les adultes, quand ils entendent les chansons, ça les touche aussi. Et donc, on met un point
d'honneur assez important à écrire des choses qui soient pas réservées aux enfants, mais qui leur soient autant accessibles qu'aux adultes. C'est un peu comme dans les bons dessins animés, je pense aux films de Disney ou aux dessins animés qu'il y a maintenant. On a autant de plaisir en tant qu'adulte à les regarder que les enfants. Simplement, on va pas y déceler le même message exactement. D'accord. Il y a plusieurs lectures à chaque fois et nous, on aime bien écrire de cette manière-là, je pense. Mélissa, vous allez interpréter ces morceaux-là dans la grande chaufferie. Alors c'est un décor naturel, on va dire. Justement, est-ce que ça va aussi un peu donner un peu encore plus de sens peut-être aux chansons que vous allez interpréter tout à l'heure? Alors on a la chance que ça nous réserve une belle réverbe. Donc on a vraiment un bel espace de chant. Et puis pour ma part, c'est aussi un lieu où je viens répéter avec mon autre groupe. D'accord. En fait. Et du coup, c'est un lieu qu'on chacun, je pense, on est déjà venu. On est déjà passé, en tout cas au 9 bis. Je pense que c'est déjà un lieu qui nous accueille en résidence. Donc, et d'ailleurs, on va y revenir en résidence à la rentrée. Et pour le côté de la grande chaufferie, je pense qu'on est très heureux de participer en fait à ce festival où en fait on y mêle notre patrimoine, mais aussi finalement juste de la joie et de rassembler des gens autour de nous pour un événement joyeux et festif. Donc je pense que c'est ça qu'on va retenir de cet endroit aussi, c'est qu'on y amène de la joie. Anoué, pour terminer, donc ce concert va se poursuivre effectivement avec une résidence ici au 9 bis. C'est un lieu important ici dans la région pour la création musicale. Oui, je pense que chacun de nous, on a déjà joué ici, fait une résidence, et c'est un lieu rempli d'histoire. Donc forcément, ça nous touche de jouer ici. Et voilà. Oui. Non, c'est un lieu. En fait, c'est un lieu aussi très joli, très beau en fait à voir. Donc, on a la chance de pouvoir aussi regarder autour de nous et s'apercevoir que tout est encore très très beau et très bien entretenu. Et puis, il y a plein de visites. Je crois que ce week-end, et je pense qu'on va essayer. En tout cas, pour ma part, je vais essayer d'y participer. Et puis, le 9 bis, ça sera aussi encore avec nous à la fin de l'année prochaine pour un accompagnement d'une classe musique. Donc, vraiment, c'est un lieu où on se sent bien et je pense qu'on va de toute façon y revenir. Revenir souvent. Eh bien, merci à tous les trois. Merci à vous. Et merci. c'est ainsi que s'achèvent donc les backstage des Métaphonies sur ILTV. Alors la météo ne nous épargne pas aujourd'hui, mais tout a été réorganisé pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre au 9 bis aujourd'hui, mais également demain dimanche. On vous attend. À bientôt.